La Côte d'Ivoire et le Burkina, des binômes forts et complémentaires pour la stabilité de la sous-région. La troisième conférence du traité de coopération et d'amitié entre les deux pays s'est ouverte ce matin à Yamoussoukro en présence des présidents ivoiriens et burkinabés. Les candidats du BTS dans les centres d'examen depuis ce matin pour les épreuves orales, aucun incident majeur n'a été signalé dans les établissements que nous avons visités ce matin pour vous. Tout se déroule dans le calme. Les jeunes de Djebonois ont décidé de se prendre en charge pour lutter contre la pauvreté. Ils s'adonnent à la culture de la tomate, une culture très rentable pour les jeunes de cette localité. Tout sur leur technique culturelle dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. Un journal qui s'ouvre à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, où s'est ouverte ce matin la troisième conférence du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Un traité qui a pour objectif d'améliorer le quotidien des populations des deux pays. Les présidents ivoiriens et burkinabés assistent à la rencontre. Le compte-rendu sur place de Jérôme Kofi Abola. Tradition une fois encore respectée pour Ivoiriens et Burkinabés avec cette rencontre du 30 juillet 2013 dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Rencontre dite troisième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Cette réunion comme une autre occasion pour Yamoussoukro et Ouagadougou d'afficher leur ambition commune en vue de leur développement conformément aux liens historiques les caractérisant. L'ouverture des travaux a été marquée par trois allocutions. D'abord, celle du gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, pour souhaiter la cordiale bienvenue. Ensuite, les discours des présidents Ouattara et Compaoré. Les deux chefs d'État ont indiqué ne pas être prêts à se départir de leur élan intégrateur au service des différents peuples. L'objectif assigné à cette construction, dont les dirigeants et les acteurs du développement du continent suivent avec un grand intérêt, est de faire de l'axe Ouagadougou-Yamoussoukro un modèle exemplaire de coopération sud-sud, un vecteur de progrès économique et social dans la sous-région ouest africaine et un outil majeur au service de l'intégration de notre espace économique. Les enjeux de cette troisième conférence au sommet qui nous réunit ce jour sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons prises ensemble lors de la deuxième conférence au sommet le 18 novembre 2011 à Ouagadougou. Il est impératif que nous trouvions tous les justificatifs qui fondent notre quête d'intégration et de renforcement de notre coopération à travers l'adoption et la mise en œuvre d'accords, de programmes et de chantiers prioritaires appropriés qui répondent à nos ambitions d'assurer la prospérité et le bien-être de nos populations. Cette volonté a été à l'origine de la création du traité d'amitié et de coopération qui constitue le cadre privilégié de concertation, de suivi et d'évaluation de l'état d'avancement de tous nos dossiers de coopération initiés pour consolider les piliers de notre coopération. Pour terminer, le président ivoirien Alassane Ouattara a souhaité plein succès aux travaux après les avoir déclarés ouverts. Travaux à huis clos réunissant les personnalités des deux pays dans le cadre d'un conseil des ministres conjoint. L'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina est une amitié vieille depuis plusieurs années. Les premiers ministres ivoiriens et burkinabés ainsi que des membres des deux gouvernements saluent l'organisation de la conférence. Je vous propose de les écouter. Ce traité d'amitié et de coopération, c'est un instrument très fort de renforcement de la coopération entre nos deux pays parce que ce n'est pas un traité vide de sens. Vous savez, nous avons des sujets très concrets sur lesquels nous travaillons et qui vont permettre, encore une fois de plus, de renforcer les relations entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je partage les points de vue du Premier ministre Biong Luc Adolphe Tiao sur la qualité de cette coopération. Il a parlé effectivement donc de dossiers concrets. Ce que moi je voulais ajouter, c'est qu'on a trois dossiers concrets sur lesquels nous travaillons. Il s'agit donc du dossier du chemin de fer, Abidjan, Ouaga, Kaya, Tambao. Le deuxième dossier, c'est l'autoroute Abidjan-Ouaga. Et le troisième dossier, donc, c'est la fourniture d'électricité
donc au Burkina Faso à partir donc de la Côte d'Ivoire. Ce sont des districts très forts de coopération. Le projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Kaya qui doit être prolongé jusqu'à Tambao pour l'exploitation du minerai de manganèse de Tambao. Donc les parties se sont mis d'accord de prendre acte d'abord des avancées obtenues et ensuite de poursuivre les discussions pour que les travaux puissent démarrer le plus rapidement possible. Nous sommes deux peuples frères et donc il était tout à fait normal que nous puissions renforcer nos liens. Dans le cadre de l'éducation nationale, nous avons effectivement un projet de traité entre le Burkina et la Côte d'Ivoire dans le domaine de la formation, dans le domaine pédagogique. Et donc nous avons finalisé ce projet. Nous souhaitons vraiment que cette coopération se renforce dans l'intérêt des enfants des deux pays et dans l'intérêt de nos deux pays. C'est une opportunité pour féliciter et remercier ma collègue ministre de l'Éducation nationale parce que nous avons démarré un processus de collaboration dans les organisations internationales comme le partenariat mondial où le Burkina assurait un leadership pour les pays africains et aujourd'hui nous avons passé le flambeau à la Côte d'Ivoire. Ça c'est un premier niveau de collaboration. Le deuxième niveau de collaboration c'est au niveau des innovations éducatives et pédagogiques et nous sommes en train de créer un programme ensemble pour l'introduction des TIC dans l'éducation. Nous avons procédé donc à l'inauguration du centre d'hémodialyse de Yamoussoukro. Je dois dire par rapport à ce centre que le Premier ministre burkinabé y a manifesté un grand intérêt déjà lors de la première rencontre de coopération que nous avons eue à Abidjan. Je pense que c'est ça surtout l'intérêt de cette coopération, des échanges d'expériences, des échanges de capacités et je pense que nous allons pouvoir aller encore plus loin dans ce domaine. Le pipeline multiproduit Abidjan-Yamoussoukro a été mis en service hier par le président de la République. 140 milliards de francs CFA, c'est le montant de cet important investissement qui permettra de transporter 4 millions de litres de produits pétroliers par jour, soit l'équivalent de 130 camions-citernes le jour. Le reportage d'Awa Touré. Par ce geste, le président de la République, Alassane Ouattara, vient d'approvisionner le dépôt juste aussi de Yamoussoukro à partir du dépôt d'Abidjan. La mise en service du pipeline consiste donc à démarrer les pompes d'Abidjan, ouvrir la vanne d'arrivée et vérifier que le produit est arrivé en prélevant des échantillons. La mise en exploitation de ce premier tronçon Abidjan-Yamoussoukro est un grand pas vers le repositionnement de la Côte d'Ivoire dans le domaine de la distribution des hydrocarbures dans la sous-région ouest africaine. Le gasoil, le fioul, viendra jusqu'ici, à Yamoussoukro, et pourra être enlevé à partir de Yamoussoukro. Le pipe continue jusqu'à Bouaké, comme vous le savez, et bien évidemment, par la suite, sur Ferkessédougou. Je voudrais féliciter le ministre du pétrole et ses collaborateurs, bien sûr la GEST aussi, la Petro aussi, pour l'excellent travail qui a été fait. C'est un investissement important, 140 milliards de francs CFA, donc je suis très heureux d'avoir pu participer à cet événement. Je souhaite qu'on puisse continuer. Le pipeline Abidjan-Yamoussoukro, long de 258 km, a une capacité journalière de pompage de 4000 mètres cubes, soit 4 millions de litres, l'équivalent de 130 camions par jour. Il va permettre la redistribution des produits à partir des dépôts de Yamoussoukro vers le marché intérieur et vers les marchés des pays de l'Interland, le Mali et le Burkina Faso. S'agissant des objectifs visés par le pipeline, ils sont de 3 ordres. Premièrement, améliorer la sécurité de l'approvisionnement en produits pétroliers de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, du Burkina et du Mali. Deuxièmement, réduire progressivement les coûts des produits pétroliers vers le consommateur. Troisièmement, permettre à la Côte d'Ivoire
de contribuer plus efficacement à l'intégration régionale en matière d'hydrocarbures. C'est donc un véritable outil d'intégration économique régionale dans le cadre de la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Au nom de cette émergence, qui ne doit en aucun cas laisser pour compte une partie de notre pays, j'engage, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'ensemble de mes collaborateurs à faire en sorte que sous votre autorité et avec votre soutien, à réaliser rapidement les autres segments projetés afin que ce pipeline atteigne tous les objectifs qui lui sont assignés. À partir de la mise en exploitation de cette première partie, il est prévu une extension du réseau de pipeline à Ferke-Sédougou. Le pipeline Boaké-Ferke est long de 240 km et Abidjan-Boaké de 385 km. Depuis le dernier Conseil des ministres, le ministère de l'Industrie est en charge du département des mines. Les opérateurs du secteur des mines attendent donc beaucoup de ce changement lors d'une conférence de presse. Ils ont traduit leur volonté d'avoir un cadre législatif compétitif. Les explications d'Adama Koné. Le rattachement du secteur des mines à celui de l'industrie, décidé lors du dernier Conseil des ministres, est perçu par les opérateurs comme un arrimage logique. Ils pensent que c'est quelque chose qui est logique. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous allez visiter la mine de Tongon, vous verrez que tout ce qui est industrie minière où on traite les roches dures, le traitement du manganèse, les métaux de base, vous verrez que ce sont des industries lourdes, des grosses industries pour traiter ces minéraux. Et donc, il pense que, comme ça se fait dans d'autres pays, pour lui, c'est tout à fait, c'est une connexion naturelle d'avoir les mines attachées à l'industrie. Lors d'une conférence de presse animée le 27 juillet dernier à Abidjan, au nom du secteur, le directeur de la mine de Tongon a dit attendre beaucoup du nouveau département ministériel, notamment l'établissement d'un nouveau code minier compétitif. Il espère que le travail qui a été engagé avec le ministère précédent va se poursuivre avec le nouveau ministre qui prend en charge ce portefeuille. Pour lui, le code minier n'est pas un dossier exclusif, c'est un dossier dans lequel la primature était engagée, d'autres ministères ont été engagés. Et de la façon dont ça a été mené, il pense qu'on va vraiment arriver à quelque chose parce qu'il est important de pouvoir atteindre l'objectif final. Et donc il est important que les promesses qui ont été faites soient atteintes. Le secteur minier traverse une crise. Les cours mondiaux étant passés de 750 000 à 600 000 francs CFA l'once. La direction de la mine de Tongon, la plus grosse mine du pays, dit résister à cette morosité par une gestion d'anticipation. D'ailleurs, la mine de Tongon compte investir cette année 15 milliards de francs CFA. Ce jeudi 1er août se tiendra la double cérémonie de baptême de la 44e promotion des élèves officiers d'active et la remise d'épaulettes d'officiers à la promotion Soro Kibaferi Guillaume aux médecins élèves officiers et aux élèves officiers issus du test d'aptitude au grade d'officier. La cérémonie aura lieu sous la présence effective du président de la République et je le rappelle, ce sera ce 1er août. Dans le mois de novembre, par contre, Abidjan accueille la 3e édition du Forum eau et assainissement pour tous en Afrique. Sont attendus à cette rencontre les gouvernements, les bailleurs de fonds et les techniciens de l'eau et de l'assainissement. Quelle retombée pour la Côte d'Ivoire qui abritera cet événement? La réponse dans ce reportage de Serge Gangoma et de Victorine Yaouyoboué. Après Ouagadougou en 2011 et Dakar en 2012, c'est la capitale ivoirienne Abidjan qui abrite en novembre prochain la 3e édition du Forum de haut niveau sur l'eau et l'assainissement pour tous en Afrique. La Côte d'Ivoire attend beaucoup de ses assises. Les retombées sont multiformes. Nous avons eu une signature de convention de financement à hauteur de 24 milliards. C'est bien la preuve que le fait donc de coopérer avec des agences panafricaines spécialisées du type EAA, forcément le pays ne pourra qu'avancer. Lorsque des requêtes vont arriver auprès de ces bailleurs et qu'ils n'ont pas d'éléments
pour certifier que c'était pertinent, leur réaction ne sera pas la même que lorsqu'ils viennent eux-mêmes dans le pays pour visiter des sites à risque, pour visiter des quartiers précaires, pour voir la condition de nos populations. Par exemple, la fondation Bill Gates est une fondation qui pourrait se retrouver ici. D'autres fondations du même type pourraient être présentes. Nous avons les mêmes difficultés que tous les autres pays. Nous voulons les adresser à travers ce forum de haut niveau. Si le forum de novembre tient ses promesses, comme l'espère le ministre Mamadou Sanogo, le gouvernement ivoirien pourra bénéficier d'un appui technique et financier pour renforcer les acquis et réaliser les autres objectifs en matière d'assainissement et d'adduction en eau potable. La première édition du Forum économique de Forbes Afrique en magazine africain vient de s'achever à Brazzaville au Congo. Le terme, l'émergence des classes moyennes africaines, financement des infrastructures, entrepreneuriat et nouveaux modes de consommation. Ce forum a été une occasion pour plusieurs dirigeants africains de définir les priorités de l'Afrique pour l'émergence des classes moyennes. Classe moyenne, définie par les experts comme cette classe ni vraiment pauvre ni vraiment riche de la société, doit aider l'Afrique à profiter des avantages de la mondialisation, d'où l'organisation de ce forum par le magazine Forbes Afrique. La Banque africaine de développement estime à plus de 300 millions le nombre de personnes constituant la classe moyenne en Afrique et invite les dirigeants africains à tout mettre en œuvre pour son émergence. 5 chefs d'État africains ont effectué le déplacement pour marquer leur intérêt pour le sujet. Il s'agit des présidents sud-africains Jacob Zuma, ghanéen John Dramani Mahama, burkinabé Blaise Compaoré, sénégalais Macky Sall et congolais